Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Au vu des questions qui pullulent sur internet et dans les médias, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous partager la connaissance aéronautique autour de 5 grands points. Le premier, c'est sur celui des pistes et notamment de la réglementation sur ce que l'on peut mettre dans le prolongement d'une piste et quelles sont les contraintes. Autre point que je souhaite traiter, c'est celui des longueurs de piste, car certaines pistes les plus longues au monde actuellement font 5 km de long, là où d'autres, par exemple la Mayotte, sont en dessous de 2 km. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, quelles sont les contraintes et quelles sont les choses à prendre en compte. Après, en numéro 2, nous allons voir les moyens pour freiner. Quand vous êtes un avion, quels sont les moyens que l'on peut utiliser pour freiner ? J'ai eu la chance de faire de la chasse embarquée, on utilisait par exemple le brin d'arrêt sur le porte-avions, mais également, parfois, en panne, à terre. Vous avez probablement entendu parler des barrières d'arrêt également, utilisées par exemple sur Alpha Jet ou sur Mirage 2000. Nous allons également voir les parachutes freins. Spoiler alerte, cela a existé sur avion de ligne, notamment la Caravelle française, et on va surtout regarder les EMAS, les systèmes que l'on installe désormais, qu'on a par exemple à Mayotte, qu'on a par exemple à La Réunion, en bout de piste ou en seuil de piste pour venir freiner un avion qui ferait une sortie de piste. Et là, forcément, la question se pose, est-ce que s'il y avait eu ce système juste à la sortie de la piste, est-ce que ça aurait pu aider le 737 en Corée à freiner ? Vous allez voir que c'est pas si simple que ça, cela a sa contrainte également. Ensuite, derrière, nous allons nous interroger sur les take-off et landing data et le biais que cela peut créer, à faire des calculs au mètre près quasiment pour les distances de décollage et d'atterrissage. Pour le décollage, ça va, mais pour l'atterrissage, il y a un souci, il y a qu'il faut toucher au bon endroit. Et ensuite, derrière, nous allons venir regarder un petit peu différents cas de vol plané en avion de ligne. L'Air Canada 141, dit le planeur de Gimli, le TS 236, le Airbus A330 avec le commandant Piché qui s'est posé après un vol d'une vingtaine de minutes sans réacteur, et après l'Hapag-Lloyd 3378 qui, de son côté, a fait court. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Alors, l'objectif n'est pas de vous donner un cours de droit aérien. Il y a d'ailleurs un UV, droit aérien, pour ce qui est du passé, le pilote de ligne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'aviation, chaque problème a une solution. Et tous les textes dont nous disposons ont été réfléchis du fait d'un retour d'expérience. Donc si par exemple vous allez sur une piste et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a une telle distance entre des plots de lumière par exemple, eh bien il y a la réponse quelque part, il y a une norme, ça a été réfléchi, il y a une commission et ils ont fait évoluer cette norme en fonction de l'évolution de la météo. Typiquement, quand on vole de nos jours avec des conditions de brouillard, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, eh bien il faut que la lumière soit à une distance qui nous permette après de faire le roulage en conditions où avant il n'y avait pas de vol. Donc nos normes doivent évoluer avec le temps. Est-ce que nos normes de RESA, donc de sécurité en bout de piste, vont évoluer suite à cet accident en Corée ? Ce n'est pas impossible, c'est trop tôt pour le dire. Il va y avoir des ingénieurs qui vont devoir réfléchir à la problématique. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a certains pays qui ont déjà fait évoluer ces normes suite à des accidents. C'est par exemple le cas des États-Unis. Les États-Unis qui ont eu un gros souci à Peterborough il y a pas mal d'années et qui ont décidé de faire évoluer leurs normes de sécurité pour ce qui est de cette zone à la fin immédiate de la piste qu'on appelle donc la Runway End Safety Area, la zone de sécurité à la fin de la piste. Pour ce qui est de l'OACI, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui est basée à Montréal, pour faire très simple, la piste elle s'arrête à 60 mètres après la piste et après il vous faut 90 mètres minimum où il n'y a rien. Et ce texte-là était respecté en Corée sur le terrain où il y a eu le drame avec le 737.
Si vous prenez la loi américaine, ou la FAA, donc l'organisation américaine, l'équivalent de la DGAC en France, elle vient dire, ok, l'OACI nous dit 60 plus 90, mais recommande 60 plus 240, donc recommande qu'il n'y ait rien dans les 300 mètres après, ce qui n'était pas le cas en Corée. Et bien du coup, nous, on va prendre la recommandation, on va rendre cette recommandation de 300 mètres obligatoire, le minimum, aux États-Unis, et ils ont changé leur réglementation, et maintenant, sur un espace de 300 mètres au bout de la piste normale aux US, il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez l'Organisation civile internationale qui vient poser un critère minimum et des recommandations, et après, chaque pays, chaque autorité locale a capacité à modifier ces textes, à dire par exemple, eh bien, ce qui est recommandé par l'OACI, c'est chez nous le minimum, qu'a des Américains depuis peu. Ou alors, ils nous disent que le minimum c'est 90 mètres, eh bien on va faire avec le minimum à cause des contraintes que l'on a. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aviation, un problème que l'on a, c'est souvent les sorties de piste. Pourquoi? Parce que les avions arrivent trop rapides, vont poser un petit peu loin, il va y avoir une piste contaminée, ça veut dire qu'il y a par exemple beaucoup d'eau, beaucoup de précipitations, un vent qui change, et là le pilote se retrouve bloqué avec son énergie cinétique sur la piste, et il va sortir de piste. Donc ils ont réfléchi à des systèmes pour freiner les avions. Mais juste avant qu'on rentre dans ce détail, je vais vous parler un tout petit peu des longueurs de piste. Le standard OTAN, c'est 2400 mètres. Ça vous donne une petite idée, c'est-à-dire que pour des avions de combat, généralement, mais une piste classique, voilà, 2400 mètres, ça fonctionne si vous êtes au niveau de la mer. Plus vous montez en altitude, plus vous êtes dans une zone où il fait chaud, plus il va vous falloir une piste longue. Pourquoi? Eh bien parce que l'air est moins dense en altitude, et quand vous avez des avions, comme par exemple le 737, qui sont assez courts sur pattes, eh bien, pour pouvoir vous sustenter, pour pouvoir décoller, il va falloir venir chercher une certaine assiette, une certaine incidence. Or, le problème, c'est quoi? Par exemple, avec le 37, qui est un peu rallongé sur certaines versions, eh bien, il vous faut une certaine vitesse pour pouvoir commencer à tirer sur le manche, aller chercher cette incidence, sans toucher de l'arrière. Pareil pour se poser. Le 37 est un avion qui se pose quand même assez vite, entre autres à cause de ça. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. Le Rafale à l'appontage, il arrive comme ça. On a une bonne marge avec l'arrière. C'est pour ça qu'on n'avait pas des réacteurs qui poussaient plus à l'époque, pour éviter de trop rallonger l'arrière de l'avion. Et donc si vous pouvez approcher comme ça, vous approchez lent, il ne vous faut pas beaucoup de pistes pour décoller, pour vous poser. Si vous avez des avions qui sont contraints à prendre, on va dire, une attitude maximum comme ça, pour ne pas toucher de la queue, il vous faut des pistes plus longues. Donc, si on regarde le terrain avec la piste plus longue au monde, c'est en Chine. On est sur 5 km de piste et on est à 3782 mètres d'altitude, à 12 500 pieds. C'est Shigatse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait la zone 51 qui apparemment avait une piste de 10 km. En France, on a Istres qui est une piste extrêmement longue, qui d'ailleurs servait de terrain de déroutement à la navette spatiale américaine. Pareil, ça allait à 5 km. Sinon, vous avez une piste de 5 km également en Russie, et elle fait 105 mètres de large. Plus la piste est large, plus cela peut créer des illusions d'optique pour l'équipage, il faut s'en méfier. Mais c'est là qu'ils ont certains de leurs avions de transport qui sont fabriqués, et pour la petite histoire, en mars 2012, les Russes ont proposé à l'OTAN d'utiliser cette piste comme un hub de transport. Ça a été refusé. Dans les autres pistes très longues, vous avez Denver, en altitude, 4900 mètres de long, vous avez Erbil en Irak, il fait très chaud, 4800 mètres de long, Kinshasa, pareil, il fait chaud, il fait humide, 4700 mètres, et en France, pour parler de choses plus parisiennes, à Orly, vous avez de 2400 mètres à 3600 mètres, et à Charles de Gaulle, avec les champs autour, vous avez 2700 mètres x 2 et 4200 mètres x 2. Petit terrain dont on entend parler en ce moment, c'est Mayotte. Et ce qu'il faut savoir sur Mayotte, c'est que c'est une piste courte, 1930 mètres. Pour pouvoir s'y poser avec un avion de ligne, il faut être léger, et il faut une qualification spéciale. Si ça vous intéresse, on pourra faire une émission spéciale avec un pilote qualifié à poser le 330 à Mayotte. Je pense que ça peut être intéressant en vue de ce qui se passe. Pour la petite histoire, pour la piste de Mayotte, vous avez la distance d'atterrissage qu'on appelle la Landing Distance Available, qui est de 1680 mètres d'un côté et de 1930 mètres de l'autre. Ça veut donc dire que vous pouvez vous poser que dans un seul sens avec un avion de ligne un peu chargé. Pour la petite histoire, pourquoi est-ce que vous avez un seuil décalé? Parce qu'il y a, accrochez-vous bien, un obstacle en finale. Et donc, vous avez besoin d'avoir une distance où il n'y a pas d'obstacle au sol, mais également, pour pouvoir avoir une piste, il vous faut une pente où il n'y a pas d'obstacle. Et dans le cas de Mayotte, je vous invite à regarder ce qu'il y a en bout de piste. C'est un lieu de culte qui prend un petit peu de hauteur, et comme ils n'ont pas voulu rabaisser la hauteur du lieu de culte, eh bien, on a moins de pistes pour se poser, on peut se poser que dans un sens. Il semblerait qu'à Mayotte, une nouvelle piste soit prévue. Mais si à l'heure actuelle, vous n'avez pas de vol long courrier qui arrive à rejoindre directement Mayotte, et que le pont aérien est obligé de se faire via la Réunion, eh bien, c'est principalement parce que la piste est trop courte. Alors forcément, dans certains cas, comme par exemple à la Réunion, vous pouvez avoir de l'eau autour.
Alors c'est pas qu'à La Réunion, vous avez par exemple Gibraltar, vous avez San Francisco, et sur ces pistes vous vous rendez compte qu'à quelques centaines de mètres, parfois moins du bout de piste, eh bien il y a une digue avec des cailloux et de la dénivelée. Donc comment faire pour s'assurer qu'on arrive à freiner les avions? Le système que tout le monde connaît avec la chasse embarquée, c'est le brin d'arrêt. Ce brin d'arrêt a également été testé au sol. Depuis la guerre de Corée, les brins d'arrêt peuvent être installés sur des pistes au sol. Ils étaient utilisés en guerre de Corée car les pistes étaient courtes et ça permettait aux avions de s'arrêter. Avec un avion de chasse, ça ne va pas trop poser de soucis. Pourquoi? Eh bien parce que l'arrière de l'avion est bas, on est quand même assez court sur pattes. Prenez un 777, prenez un 737, vous avez peut-être vu quand vous montez dans l'avion, c'est beaucoup plus haut. Imaginez la taille de la crosse, c'est pas la même chose. Pour la petite histoire, les crosses, elles sont forcées hydrauliquement vers le bas avec plusieurs centaines de kilos de pression pour s'assurer qu'elles accrochent bien le sol. Donc, le brin d'arrêt et l'avion de ligne, pour l'instant, ça n'a pas été effectué et il y a de nombreux freins d'un point de vue énergie, parce qu'imaginez une gigantesque crosse à l'arrière, ça va devoir descendre, ça va être compliqué et surtout, ça risque de vous faire très mal au fuselage. Donc, brin d'arrêt et avion de ligne, voilà, faut oublier. Par contre, sur avion de chasse, vous avez probablement vu les parachutes freins. Sur Super Étendard, j'ai eu la chance d'avoir un parachute de queue qui était juste là et on pouvait déployer le parachute. Problème, quand vous percutez le parachute, après derrière, il faut qu'il y ait un véhicule de piste qui vienne récupérer votre parachute et qui viennent également récupérer des morceaux s'ils sont tombés. Par exemple, au niveau de l'arrière, quand ça s'est ouvert, il y a eu des pièces qui se cassent, ça arrivait régulièrement. Donc il va falloir nettoyer la piste, faire une inspection de piste et récupérer le parachute, après reconditionner le parachute et le remettre. Donc si vous n'avez qu'une demi-heure entre deux vols, ça ne va pas être possible. Donc il y a des contraintes opérationnelles. Par contre, ça a déjà existé. Vous avez Giovanni Agusta qui en 1911 a commencé à y réfléchir, et un russe, Kotelnikov, qui a testé ça sur voiture dès 1912. La Caravelle, avion français, était équipée de parachutes. Je vous rappelle qu'elle était mise en service en 1959 et qu'il y en a 279 qui ont été fabriqués. L'avion faisait 40 à 50 tonnes opposées et pouvait donc utiliser ce parachute frein, notamment à Nice. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient moins d'aérofreins et également moins de reverse. La reverse, on en a parlé la dernière fois, permet de freiner de l'ordre de 10% en avion en inversant le flux au niveau des réacteurs. Les Russes, de leur côté, ont fait le Tupolev 104, qui était leur premier avion de ligne, qui lui pesait entre 76 et 42 tonnes. Et là, en 1956, pareil, d'utiliser le parachute frein. Et le Concorde avait également cette possibilité. Au niveau des avions militaires, on a parlé du Super Étendard, le Typhoon en a, le Hawk, le Rafale n'en a pas. Par contre, le B-52, vous pouvez le voir avec du parachute frein. À savoir que les Allemands sont les premiers à avoir utilisé ça sur un avion de combat. C'était l'Arado AR-234 à réaction. Sur la navette Endeavour, donc la navette spatiale américaine, vous en avez forcément vu. Et après, voilà, les planeurs, certains en ont, comme le Salto, et derrière les dragsters également. Un parachute frein d'avion va être plus petit qu'un parachute normal, va être plus loin derrière, et on a même utilisé des parachutes sur des bombes pour information. La barrière d'arrêt de son côté fait généralement 6 à 7 mètres de haut. On va en avoir sur les pistes. À l'heure actuelle, sur les bases de l'armée de l'air, vous avez des barrières qui sont d'ailleurs automatiques, et la toute dernière a été validée en 2019 par la Direction Générale de l'Armement sur la base de Cognac pour Alpha Jet et Mirage 2000. Le Rafale, on ne va pas dedans pour certaines raisons, mais Alpha Jet Mirage 2000 peuvent finir dans une barrière. Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer, par exemple, un 737 dans une barrière? C'est des raisons d'énergie. Vous allez pouvoir arrêter un avion qui fait 10 tonnes lancé à 80 nœuds, mais arrêter un avion qui fait 60 tonnes, 40 tonnes, lancé peut-être à 70 nœuds, on n'est pas sur le même bilan énergétique. Donc la barrière d'arrêt, pour un avion de ligne, c'est plus compliqué. Et en plus, il faut la prendre d'une certaine manière. Ça demande une formation particulière. Mais encore une fois, on n'est pas sur la même énergie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste ce que l'on voit de plus en plus en Amérique du Nord, mais également à La Réunion, à Mayotte, sur certains terrains en Chine, en Espagne, à Taipei, en Norvège, en Arabie Saoudite, il y en a même en Suisse, 2 en Allemagne, 1 au Brésil. Ce sont les EMAS. Les Engineered Material Arresting Systems, ou en bon français, système d'arrêt en matériaux composites. Et là, quel est l'objectif? Un petit peu comme sur l'autoroute quand on essaie de vous arrêter, ça va être de rouler dessus et votre train va venir s'enfoncer dans ces matériaux qui vont venir faire décélérer l'avion extrêmement rapidement, mais en toute sécurité pour les personnes à bord. Vous l'aurez compris, il faut des points d'appui, donc il faut que le train soit sorti. Si vous n'avez pas le train sorti, vous allez avoir des points d'appui au niveau des 2 réacteurs seulement. C'est pas impossible que ça fonctionne, mais la distance de l'EMAS n'est pas très longue. Donc on va regarder un tout petit peu comment ça marche.
Si on regarde la réglementation nord-américaine, il vous faut 180 mètres minimum en bout de piste, dont 120 mètres en matériel frangible qui va venir freiner l'avion. Quand on regarde par exemple à La Réunion ou à Mayotte, on est sur des distances plus courtes avec une technologie légèrement différente. Mais pour regarder les statistiques américaines, en 2019, ils avaient 112 pistes sur 68 aéroports qui étaient déjà équipés. Donc tout ça suite à une sortie d'avion à Teterboro qui a fini sur l'autoroute. Et pour la petite histoire, Mike Pence, en octobre 2017, avec son 737, avait fait une sortie de piste à LaGuardia et avait été stoppé par ce système EMAS. Par contre, ce système qui a été inventé dans les années 90 a forcément des contraintes. Et la contrainte que j'ai trouvée en source ouverte pour l'instant, c'est quoi? Eh bien, c'est que si vous l'engagez à plus de 55 nœuds, ça ne va pas forcément se passer comme prévu. 55 nœuds, ce qui est déjà beaucoup pour une sortie de piste. Maintenant, si on regarde l'Air France 358 à Toronto, qui en 2007 était sortie de piste, et d'ailleurs en 2009, le TSB canadien, l'équivalent de leur BEA, avait dit « ça serait bien d'installer des EMAS sur 300 mètres », eh bien l'Air France, le 340, était sorti à 80 nœuds de la piste. Donc vous pouvez installer tous les dispositifs que vous voulez, il y aura toujours cette problématique que si vous sortez en gros au-dessus de 60 nœuds de la piste, c'est clairement pas une situation d'avenir. Pour rappel, dans le cas de la Corée, ils sont sortis à bien plus de 100 nœuds. Alors maintenant, on va regarder un tout petit peu les take-off et landing data. Avant de décoller, les équipages ont toujours calculé plein de paramètres. Ils vont regarder quelle distance va être utilisée pour le décollage, fonction du poids, fonction de l'altitude, fonction de la température, fonction du vent. En Corée, le vent était de 2 nœuds, était quasi nul. Ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle des V-speed, des vitesses V, la V1, qui va nous permettre de décider lors du décollage, je m'arrête, j'interromps, ou alors au-dessus de la V1, je ne peux plus m'arrêter au vu de la longueur de piste restante, donc je suis obligé de décoller. La VR, qui est la vitesse de rotation, à partir de laquelle on commence à tirer sur le yoke. Et ensuite la V2, si après rotation on perd un réacteur, on va venir chercher V2 qui va nous permettre d'avoir une pente, qui va nous permettre de passer au-dessus des obstacles. Donc comme vous le savez, on a une zone à respecter où il n'y a pas d'obstacle juste après la piste, on en a parlé, mais après vous avez la trouée d'envol, il y a de la réglementation, on ne va pas mettre la tour Eiffel 1 km dans l'axe. Il faut que ça respecte certaines pentes qui soient faisables en N-1 en monomoteur. Ça c'est pour le décollage. Et ces paramètres, on est cunut, comme on dit, au nœud près, on est très précis et on sait exactement d'où on part sur la piste, donc on a cette habitude, ce biais d'habitude, que ça marche parfaitement. Quand on veut se poser, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous disais qu'entre le moment où il y a eu la panne et le moment où ils sont posés lors de quelques minutes, ils n'ont pas eu le temps de faire tous leurs calculs, au vu de la configuration. Et donc là, vous allez regarder la piste, la longueur, vous allez regarder sa surface, la capacité de freinage, s'il y a de la neige, s'il y a de la pluie, si elle est sèche. Ensuite, vous allez pouvoir calculer, fonction de votre masse, du vent et de votre configuration, votre vitesse d'approche, et ce qu'on appelle une vitesse de référence, votre VRF. Et vous allez pouvoir piloter votre approche avec des dispositifs d'hypersustentation, avec vos volets, avec vos becs, fonction de ce qui se fait de mieux au vu de la piste pour pouvoir arrêter l'avion. Vous allez même décider de la vitesse de freinage. Donc vous avez par exemple sur 737 3 types de freinage automatique, qui soient légers, qui soient modérés ou qui soient très forts. Et donc tout ça c'est pris en compte pour savoir où est-ce que vous allez vous arrêter, et même ça vous permet d'anticiper, par exemple en cas de panne, ou vous demandez au camion de secours de s'installer. Quand on faisait les exercices de panne, vous savez où vous allez vous arrêter au vu de votre masse, et vous dites aux pompiers, attendez-moi à telle bretelle. Pour vous donner 2-3 idées, avec un 737, de manière classique, vous allez approcher à 145 nœuds. Dans le cas du Korean, eh bien là on se retrouve avec les volets rentrés, on ne sait pas encore pourquoi. Là vous êtes plutôt sur une approche de l'ordre de 200 nœuds. Et ces 60 nœuds d'écart vont être absolument monstrueux en termes de distance de décélération. Un autre problème que vous allez avoir, c'est le problème également de la vitesse pneu. C'est-à-dire que si vous arrivez en lice et que vous touchez très rapide avec les roues sorties, vous risquez d'exploser vos pneus. Pourquoi? Parce que les pneus ne sont certifiés que pour une certaine vitesse. Je ne sais plus sur 37, mais généralement on est sur les 180 nœuds. Au-dessus de 180 nœuds, ça devient compliqué pour les pneus. Mais bon, c'est fait pour. Et même avec une explosion de pneus, vous allez pouvoir arrêter l'avion. Maintenant, le point très important, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez calculé votre distance de freinage, imaginons, vous avez une piste de 2400 mètres. Alors, la piste fait 2400 mètres, mais comme on l'a vu dans le cas de Mayotte, peut-être que vous avez un seuil décalé. D'ailleurs, il semblerait qu'en Corée, ils avaient un seuil décalé à cause des travaux au nord. Donc, dans le sens où ils se sont posés, ils avaient 500 mètres de piste disponible en moins. Eh bien, là, vous avez après votre LDA, votre Landing Distance Available. Et disons que vos calculs vous disent qu'il vous faut 2000 mètres pour vous poser. Vous avez une LDA de 2400 mètres. Mais il ne faut pas flotter, il ne faut pas trop traîner
pour ce qui est du point de toucher des roues. Donc si par exemple vous commencez à poser vos roues au bout d'un tiers ou au bout de 40% de la piste, eh bien votre piste restante ne va peut-être pas être suffisante pour poser l'avion. Donc forcément vous allez vous retrouver normalement à remettre les gaz avant parce que vous l'avez calculé, ou sinon vous allez vous retrouver avec trop d'énergie à faire une sortie de piste. On a vu des cas par exemple en Turquie où vous avez des sorties de piste sur les terrains qui sont en hauteur et derrière ça tombe dans des ravins. Regardez, les images sont assez impressionnantes. Encore une fois, les réglementations, les certifications sont faites pour vous protéger, mais ils partent pas du principe que vous allez arriver en bout de piste à 100 nœuds. Donc tout ça pour dire quoi? Le pilote, son job, c'est se poser au bon endroit. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous êtes dans une configuration à laquelle vous n'êtes pas habitué. Quand on est habitué à se présenter avec les volets atterrissage, le train sortie, on est habitué à une certaine décélération de l'avion. Sur Airbus, par exemple, ils vous disent si vous devez arriver sans voler, avec le train sortie, en gros, il faut réduire les gaz plus d'un nautique avant le terrain, avant de toucher. Pourquoi? Parce que votre avion va énormément flotter. Et une fois que vous vous rapprochez du sol, comme on disait la dernière fois, vous allez rentrer en effet de sol et vous allez bouffer la piste. À 200 nœuds, on en parlait, vous allez faire près de 100 mètres par seconde. Donc le temps que votre avion touche, vous allez manger la piste. Dans le cas du crash en Corée, on a vu que les pilotes ont fait un excellent travail d'arrondir l'avion pour toucher souplement. Or, quand on touche souplement, eh bien, on ne vient pas perdre beaucoup d'énergie et on vient poser plus long. Vous avez probablement déjà été dans un 737 avec Ryanair, ça touche de manière virile. C'est ce qu'on appelle un positive landing, un posé franc. On fait volontairement ce type de posé franc, par exemple quand il y a de la pluie ou quand on a envie de réduire la durée de roulage lors de la décélération. Parce que si vous arrivez, que vous faites l'arrondi de votre vie, vous touchez, vous ne savez même pas que vous avez touché, et pouf, et en fait, il y a moins d'énergie qui est dissipée, vous allez manger plus de pistes et vous allez dégager plus tard. Si vous arrivez plus fort, que ça impacte, ça apponte un peu en mode aéronaval, il y a plus d'énergie qui est dissipée, il y a moins de chances de faire un aquaplaning et derrière, vous allez pouvoir dégager plus tôt. Donc c'est triste à dire, mais le fait d'avoir posé très souplement, on comprend tout à fait le pourquoi, mais il leur a fait manger de la piste. C'est pour ça que dans des cas comme ça, il faut venir viser avant la piste, bien en amont. Et là, on se retrouve avec la problématique de la trouée d'envol et de l'absence ou pas d'obstacle. Allez, maintenant, on va regarder 3 cas concrets. L'Air Canada 143. Vous êtes le 23 juillet 1983, c'est un 767 qui décolle de Montréal, qui va se poser à Edmonton. On est à l'époque où on est passé des livres en kilos et les jauges carburant sont cassés. On n'a plus le droit de partir en vol avec un avion de ligne de nos jours avec les jauges carburant cassées, mais ils vont signer le papier de chargement du pétrole qui est en livres, pensant que c'est des kilos. Pour faire simple, ils vont partir en vol avec 2 fois moins de pétrole que prévu. Comme ils n'ont pas de voyant carburant, ils vont pas s'en rendre compte, et à mi-chemin, patatras, les moteurs vont s'arrêter. Ils vont donc se retrouver à 12 km d'altitude en panne. Le commandant de bord va mettre 220 nœuds environ et va pouvoir piloter l'avion grâce sur 767 à la petite rate qui sort. On en a parlé sur la dernière vidéo, il n'y en a pas sur 737. Et le copilote, Tyndall, est un ancien militaire qui avait été basé sur la base de Gimli. Et il va dire, il y a une ancienne base qui a fermé en octobre 71, donc il y a 12 ans, mais il y a une piste. Et donc ils vont partir vers cette piste, mais ils vont se retrouver haut et rapide en planeur avec l'avion de ligne. Que va faire le commandant de bord, qui est un pilote qui a un bon sens de l'air à l'ancienne? Il va faire une glissade. La glissade, en fait, c'est vous arrivez vers la piste. Vous arrivez comme ça vers la piste, et là, vous êtes trop rapide. Donc, vous venez mettre votre avion de travers, hop là, vous le mettez en travers comme ça, et vous utilisez en fait le fuselage en aérofrein. Donc, plutôt que d'être comme ça et de bien pénétrer l'air, vous venez vous mettre de travers, et vous freinez. Alors, j'exagère un peu, et vous, mon côté marseillais, et vous freinez comme ça, pouf. Et en faisant ça, donc vous êtes là, clac, vous descendez, schlac, vous récupérez votre pente, schlac, je refais ma glissade, pouf, maintenant je suis toujours en planeur, à une hauteur qui me permet d'être plus stabilisé. Ils sortent le train, ils se posent, coup de chance. Il y avait une journée des familles avec des pilotes de dragster, ils vont réussir à s'arrêter juste avant. Le train était sorti en secours, mais la roulette avant ne s'était pas verrouillée. Pour ça qu'on se retrouve avec cette vidéo absolument incroyable. Et c'est le planeur de Gimli. Donc il y a de la vie, en double panne moteur, et vous pouvez récupérer votre plan avec une glissade. Autre technique, utilisée par le commandant Piché, extrêmement connu au Canada, avec le vol Air Transat 236, qui lui se retrouve également en double panne moteur, ce que c'est avec un Airbus, ça arrive aux Airbus aussi, à 330, trop pour se poser. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un virage à 360 degrés pour perdre de l'altitude, pour se retrouver avec un bilan énergétique qui soit cohérent avec la piste.
Donc, de manière à faire ça, eh bien, hop, vous partez en virage, vous vous retournez, faut pas se louper. Autre possibilité, c'est faire des virages en S. Alors, attention dans les virages en S à ne pas passer sur une vitesse de décrochage. Donc, il y a de la vie dans les virages tant que vous avez de la vitesse. En panne moteur, c'est avec le nez vers le bas. Très important. Donc, autre option, ce coup-ci avec un Airbus A330, et on a un dernier cas qui est arrivé en juillet 2000, ça c'est avec encore un Airbus A310 Hapag-Lloyd 3378. Eux, ils décollent, et en fait, leur train rentre mal. Et ils se disent, bon, c'est pas grave, on va faire nos calculs de pétrole. Ils font leur calcul de pétrole avec l'informatique embarquée. C'est l'époque où on commençait à faire un peu trop confiance aux ordinateurs, le FMS, et leur ordinateur leur dit, c'est bon, tu as assez de pétrole pour aller jusqu'à Vienne. Problème, l'ordinateur ne sait pas prendre en compte la consommation qui est plus forte parce que votre train est en partie sorti. Donc ils ont eu plus de traînées pendant le vol, ils ont surconsommé par rapport à ce qu'ils pensaient, et ils vont finir en double panne moteur à 12 nautiques du terrain à cause de cette panne d'essence, et ils vont finir environ 600 mètres courts. Coup de chance, piste 34 à Vienne, vous n'avez pas de mur d'ILS en place, et donc ils vont pouvoir se poser, personne ne va mourir, parce qu'ils se posent dans l'herbe, en toute sécurité si je puis dire. Lesson learned pour l'industrie par rapport à la traînée quand le train est sorti. D'ailleurs, on se pose la question de savoir si dans le cas de l'Oural, qui s'est posé l'Airbus A320, ils n'ont pas fait la même erreur, on n'a pas le compte rendu pour l'instant. Alors, en définitive, de quoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Dans un premier temps, de la piste avec la Runway and Safety Area, qui est là, 90 mètres minimum, après les 60 mètres, donc en gros rien moins de 150 mètres, ce qui était le cas en Corée, et ensuite derrière, il va falloir qu'ils refassent les calculs, voir si ça respecte la pente. Ça, je ne sais pas à l'heure actuelle. On a vu que d'autres pays vont plus loin que le minimum vital demandé par l'OACI, avec notamment les Américains qui ont dit, nous c'est 300 mètres, et qui ont décidé également, suite à un accident dans leur pays, d'aller sur la mise en place de EMAS qui ont coûté une petite fortune à développer, mais qui sont déjà rentrés dans leur coût. Il y a eu en 2017, il y en avait 12 qui avaient déjà été utilisés, et Mike Pence, on a dit, qui a été sauvé grâce à ça à LaGuardia. Problématique de ce système, si vous arrivez sur le ventre à 150 nœuds, ça va pas marcher. On a donc parlé des autres moyens pour freiner, le brin d'arrêt avec la problématique du fait que la structure est très haute et qu'après il faut que toute votre structure soutienne et ça demande un renfort qui demande du poids, ce qui n'est pas vraiment compatible avec un avion de ligne. Par contre, vous avez le parachute frein, qui est une possibilité, qui pourrait être utilisé en secours, mais là, on a un autre souci. L'autre souci du parachute frein, c'est quoi? C'est que généralement, il ne va pouvoir être enclenché que si il y a pression sur le train principal, si le microcontacteur du train principal est enclenché. Donc c'est un peu comme les reverse, donc ce qu'il faudrait penser, si vous êtes ingénieur qui va travailler dessus, c'est d'autoriser le déploiement du parachute frein si vous avez la radiosonde à moins de 10 pieds, comme les reverse sur 37 par exemple. Voilà, c'est cadeau. Pour la petite histoire, sur Mirage 3, les pilotes pouvaient ouvrir le parachute avant de toucher. Je connais des pilotes de Mirage 3 qui claquaient le parachute avant de toucher les roues pour réduire la distance de freinage. Faites pas ça à la maison. On a vu également que les pistes étaient de longueurs différentes, que généralement plus vous êtes dans une zone où il fait chaud, plus vous êtes en altitude, plus il va vous falloir de la piste. Et quand vous êtes en panne, généralement vous allez essayer de vous poser sur la piste la plus longue disponible. Maintenant, sur des pistes courtes, vous allez avoir des contraintes. Dans certains cas, il va falloir une qualif spéciale comme à Mayotte pour pouvoir se poser, voire même un seul sens de la piste, un seul QFU comme on dit, va pouvoir être utile. Les pistes courtes ne sont pas sans souci. On le voit avec Mayotte et le pont aérien qui doit être fait du coup à La Réunion. Les Antonov ne pourront pas aller se poser à Mayotte. Et on touche également du problème que dès qu'on parle d'allongement de terrain, de longueur de piste, on vient toucher des sujets hautement politiques. Et si en plus vous avez un lieu de culte en bout de piste, je vous raconte pas. On a vu également le danger d'être dans un monde où on calcule en permanence toutes les datas au mètre près. Tout ça c'est très bien, mais il faut pas oublier bien que votre landing distance available, elle est valable à partir du moment où vous touchez avec les roues. Donc vous pouvez avoir surpréparé votre approche. Si vous n'arrivez pas à concrétiser avec un toucher des roues au bon endroit, comme sur porte-avions, si vous posez après les brins, ça va pas marcher. Donc oui, il reste encore un côté pilotage pur dans l'aviation de ligne. Tous vos systèmes embarqués ne vous sauveront pas si vous touchez trop loin, avec ou sans roue. Et le dernier point, on a vu qu'il y a de la vie avec une double panne moteur, que c'est arrivé sur Airbus, que c'est arrivé sur Boeing, et que là, souvent, ce qui va faire la différence, c'est l'airmanship, le bon sens aéronautique du pilote, et sa trousse à outils qu'il a pu acquérir sur d'autres types d'avions, avec notamment, par exemple, la glissade, avec le 360, et cette capacité à visualiser le plan d'approche, et ensuite à savoir s'adapter aux nouvelles contraintes de son avion, qui ne va pas du tout réagir comme on est habitué. Pourquoi? Parce que quand on a le train sorti, les volets sortis, les décélérations ne sont pas les mêmes. Quand on se retrouve avec un avion en lice, eh bien on va bouffer de la bande. Il faut donc se préparer mentalement, l'intellectualiser, le briefer
avoir un plan d'action et venir chercher un point d'aboutissement qui va être beaucoup plus tôt, au risque sinon d'effacer toute la piste et de se retrouver à poser à mi-piste ou plus tard et ensuite d'avoir une sortie beaucoup trop rapide. Donc pour finir sur cette histoire, oui, l'aviation va regarder pourquoi vous aviez ce monticule et cette ILS en bout de piste, mais les professionnels se posent surtout la question de pourquoi se retrouver à poser long et rapide. Et c'est une bonne chose que ça fasse réfléchir dans les cockpits à l'heure actuelle parce qu'on a vu que ça peut aller très très vite. Et toutes les réflexions, tout le jus de cerveau qui est en train de se faire à l'heure actuelle dans l'industrie pour essayer de mieux comprendre la sécurité, en fait, améliore dès aujourd'hui la sécurité des vols car tous les pilotes de ligne au monde se posent la question, qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là ? Visualise, se prépare intellectuellement, se crée une bibliothèque de réactions possibles dans ce cas-là. Et si demain, si dans un mois, si dans 10 ans ça leur arrive, ils y auront déjà un peu plus réfléchi, peut-être même avant la sortie du compte-rendu. Et ça, c'est le dernier point. Il y a une grande évolution dans la culture aéronautique ces dernières années. Quand moi j'ai commencé il y a plus d'une vingtaine d'années, il était interdit de discuter d'un crash ou d'émettre des hypothèses tant que le compte-rendu n'était pas sorti. Pourquoi ? Parce que ce n'était que pure spéculation et c'était très mal vu. De nos jours, on a accès à beaucoup plus d'informations, déjà les vidéos, les images, des fois des vidéos tournées par les passagers avant même le crash. Et donc, il est possible en fait de réfléchir, de se mettre à la place des pilotes, de commencer à essayer d'en tirer des leçons qui peut-être nous seront utiles avant la sortie du compte-rendu d'accident. C'est pour ça qu'on fait ces réactions sur cette chaîne, tout simplement pour essayer de faire progresser la sécurité. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, et d'ici là, fly safe.